soit parler aux personnes qui sont les victimes, directement, pour la plupart d'entre elles, soit aux auteurs de la vidéo et des témoins directs de la scène qui nous ont permis de recouper avec d'autres éléments, notamment des éléments d'identification, des certificats d'autopsie et autres, la réalité matérielle des scènes, leur date et les lieux dans lesquels ils ont été présentés. Tout élément qui ne permettait pas d'identifier avec certitude la date et le lieu a été écarté par principe, par risque de falsification, par risque de confusion avec des événements précédents ou autres, ce qui explique que nous ayons retenu que ces 710 éléments, alors que très probablement sur les 4500, la quasi-totalité touchait quand même aux événements dont nous parlons, c'est-à-dire entre mars 2021 et juin 2023. Nous savons à quel point la procédure pénale est stricte, et à quel point, dès lors qu'il s'agit de la vie d'un homme qui est pris dans les raies d'une justice pénale, il faut être exigeant et rigoureux dans la sélection des éléments qui seraient potentiellement incriminants pour ce dernier. Et nous avons opéré avec cette connaissance du droit pénal et de ses exigences, avec aussi mon expérience au sein de la Cour pénale internationale, du bureau du procureur, puis comme docteur mes recherches universitaires, pour essayer de calibrer la sélection des preuves pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de ces juridictions. Il y aura évidemment un travail à faire de la part de ces institutions pour recouper, vérifier, eux-mêmes enquêter, mais ce dont nous sommes certains, c'est que la base matérielle et objectivable que nous leur fournissons est suffisante dès aujourd'hui pour ouvrir une enquête. Reste maintenant pour le procureur de la Cour pénale nationale à assumer les conséquences potentielles d'un geste qui pourrait être perçu comme inamical de la part d'un régime qui, par ailleurs, a encore une influence importante. Mais c'est là encore où j'insiste, quoi qu'il arrive, que ce soit la CPI en France ou évidemment au Sénégal, ce que nous privilégions, la question ne se joue pas en semaines, mais évidemment en années. Ce sont des années qui vont peser sur ces individus, parce que ce sont des années lors desquelles, à tout moment, les procédures pourront être enclenchées contre eux et amener à des conséquences pénales. Là où j'attire l'attention à la fois des juridictions internationales et nationales, c'est qu'ils soient très attentifs à la responsabilité qu'ils auraient s'ils se retenaient d'agir dans les événements qui vont suivre. Parce que nous sommes à 7 mois d'une élection présidentielle, que nous avons vu que ce pouvoir politique fait usage de la force pour imposer ses décisions, et que dans l'inaction de la part de ces juridictions, il y aurait une forme de complicité à l'égard de tout acte futur de violence qui serait organisé et commis par le régime actuel. Alors bonjour M. Branco, je suis Mimoja Legumen, je suis activiste panafricain. Évidemment, les images que vous projetez sont désolantes et puis c'est difficile à regarder, à observer. Pensez-vous que ce soit vraiment très très opportun du moment où les juridictions locaux sénégalais n'ont pas encore pris ces crimes en considération pour être jugés dans des tribunaux sénégalais, et pensez-vous qu'il est normal à l'stade actuel de vouloir tout simplement détropicaliser ce phénomène-là vers la CPI, tout en sachant que la CPI ne condamne de façon générale que les Africains? Au regard même de ce qui s'est passé au niveau de la Libye, comme vous êtes défenseur des droits humains, la véritable personne qui aujourd'hui aurait dû attirer la CPI, c'est M. Nicolas Sarkozy, en tant que défenseur des droits humains. Pensez-vous un jour régler le sort de M. Nicolas Sarkozy? Je ne parlerai même pas de George Bush, parce que, comme vous le savez très bien, la CPI, les Américains n'ont pas ratifié le statut de Rome. Et ma dernière question est la suivante. Avez-vous vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose de très grave qui touche le régime de Macky Sall, que je qualifie comme étant un régime dictatorial. Avez-vous vraiment des vraies preuves qui justifient votre action, et pensez-vous que la CPI va vraiment aller au fond de cet événement-là, tout en ayant à l'esprit ce que je viens de dire? Merci. Je vous remercie, c'est une question qui me semble très importante. Je suis particulièrement attentif au respect de la souveraineté, et en particulier de la souveraineté des peuples africains, qui a été malmenée au prétexte de lutte pour le bien ces dernières années de façon chronique. J'ai l'honneur de défendre certaines des figures panafricanistes les plus importantes qui m'ont amené justement à ce dossier, dont Kémy Séba,
que je remercie de sa confiance, et qui ont joué un rôle cardinal dans ma formation intellectuelle et politique à l'égard des enjeux contemporains africains. Donc il est évident que j'ai parfaitement conscience des enjeux que vous soulevez et de l'importance de les soulever. On est sur une situation où, si vous changez un peu votre prisme, la seule juridiction qui inquiète sérieusement les personnes dont je viens de vous parler est la Cour pénale internationale. Parce que ce sont des individus qui aiment venir dans des palaces comme celui-ci, et contrairement à eux, nous avons fait un immense effort collectivement pour pouvoir nous installer pour quelques heures ici, pour leur montrer que nous avions les capacités à tout niveau de les défier sur le terrain, mais nous n'avons pas nos habitudes dans ces endroits. Et nous n'avons pas l'habitude de piller les ressources des peuples pour se permettre d'arriver dans ces endroits. Cette différence fondamentale, elle est exactement similaire sur la question de la CPI. Quelle que soit notre appréciation de l'action de la CPI, en particulier depuis 20 ans, nous savons qu'aujourd'hui, c'est l'institution qui serait en mesure de les empêcher de venir faire leurs courses dans le 8e arrondissement, de venir se faire soigner dans l'Union européenne, de venir de façon générale passer leurs vacances ou placer leurs enfants, comme c'est le cas pour M. Moussa Fall, au Canada. Ces gens, aujourd'hui, ont une partie de leur famille à l'étranger, dans ces territoires qui sont membres de la CPI. Et c'est pour ça, c'est très important pour nous d'activer ces juridictions, parce qu'ils ont aujourd'hui le contrôle sur les juridictions nationales. Ils ont la capacité d'éteindre les procédures locales. Nous espérons qu'un jour, le plus vite sera le mieux, le Sénégal prenne en charge de lui-même ses poursuites, crée un tribunal mixte qui lui permette de juger exceptionnellement ces faits-là. Aujourd'hui, et c'est là où j'en reviens à la responsabilité du peuple sénégalais, ce n'est pas possible parce que ceux qui ont commis les crimes sont ceux qui sont au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir. L'enclenchement de poursuites et de procédures dans ce qui se veut des États de droit comme la France, dans ce qui se veut le parangon du droit international comme l'est la Cour pénale internationale, est aussi une façon de les mettre face à leurs responsabilités et de leur demander si ils tiennent en effet un double discours depuis leur création, qui consiste à n'intervenir que lorsque les intérêts des puissances occidentales sont en jeu, ou si en effet ils se préoccupent des violences, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont commises contre un peuple qui aspirait simplement à sa souveraineté et à sa liberté. Et donc ces procédures ont cette vocation-là. Les prendre au mot, leur dire « vous avez un certain nombre de critères, nous démontrons que ces critères sont établis, nous vous en apportons les preuves formelles, démontrez-nous que nous pouvons croire en vous et que nous avons raison d'avoir confiance en vous. Si ce n'est pas le cas, à chacun d'en tirer les conclusions, cette communication sera rendue publique. Elle permettra à chacun d'entre vous de juger du niveau de sérieux des éléments que nous avons avancés. Elle vous permettra de décider à partir de là si en effet, dans votre fort intérieur, vous considérez que c'est parce que nous n'avions pas assez d'éléments que ces poursuites n'ont pas été enclenchées, ou si parce qu'il y a une forme de complicité dans la commission des crimes que nous mentionnons. Bonjour M. Branco, je m'appelle Bara. Tout d'abord, je tenais à vous remercier personnellement et au nom de beaucoup d'amis. Sincèrement, mis à part le degré d'investissement, c'est votre travail et tout, et à un moment donné, on a noté une implication très sérieuse. Et c'est pas aujourd'hui que nous l'avons noté. Et beaucoup de mes amis le partagent. Ils m'ont imposé même de vous remercier. Il y en a même un qui m'a donné un de vos bouquins qu'il souhaiterait que vous signiez pour lui. Donc sinon, sur les questions, vous avez répondu à une de mes questions partiellement. Ce serait en fait, quel est le délai réel, effectif, de réactivité pour une action judiciaire concrète de la CPI ou de une juridiction française, par exemple. Ensuite, si vous pouvez faire un bref énoncé sur les délais d'emprisonnement qu'encourent réellement ces 112 suspects par rapport à leur degré de responsabilité. Que ce soit du nervi jusqu'au président Macky Sall. Quelles seraient les possibilités d'emprisonnement ainsi que les délais, notamment avec la CPI ou avec la juridiction française? Je vous remercie. Techniquement, la plainte ayant été déposée sur le sol français hier soir, techniquement, nous sommes dans un cas de flagrance. Les éléments de l'existence de ces crimes sont évidents. Le procureur de la République pourrait immédiatement ouvrir une information judiciaire.
voire procéder à l'arrestation de Macky Sall ou de membres de sa délégation sans délai, dès lors que les immunités ne tiennent pas en ce qui concerne une contre-immunité. M. Macky Sall est aujourd'hui à Paris, ses conseillers sont à Paris. Si nous étions dans un état de droit absolu, comme nos dirigeants le prétendent, ils seraient arrêtés. La Cour pénale internationale, le bureau du procureur, a ouvert une enquête sur la Libye en 3 semaines. 3 semaines. Il a tardé 11 ans pour se prononcer sur l'Afghanistan. Est-ce que c'était lié à la différence de gravité des crimes? Est-ce que c'était lié à d'autres considérations? Je pense que chacun sait parfaitement ce qui explique cette différence d'empressement. Le bureau du procureur, le procureur actuel, parce que l'on pourrait se dire, là on parle de quelque chose d'il y a 10 ans, l'institution a changé, etc., a quasi simultanément avec la guerre en Ukraine ouvert une enquête, immédiatement, sans limite. Il a même créé un bureau en quelques mois qui aujourd'hui exerce à Kiev dans le recueil des preuves. J'aimerais que M. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, citoyen britannique, nous indique s'il considère que les situations africaines ne sont d'intérêt pour lui ou pour son bureau que lorsqu'il en est saisi par des grandes puissances, ou s'il considère que les citoyens sénégalais sont les égaux des citoyens ukrainiens et russes, et qu'ils ont droit à un traitement tout aussi diligent et à la mobilisation de moyens équivalents pour les protéger, surtout au regard des risques qu'ils encourent. Je pense que ce serait une question qui devrait lui être posée. Dire, à partir des éléments qui sont, pardonnez-moi, mais assez clairs, ne souffrent pas de doute sur l'existence des massacres, des violences dont il est question. Donc à partir de là, il lui appartient d'agir dans les délais qui lui seront et de prendre des décisions qui sont les siennes. Nous sommes, comme bien d'autres, en mesure de pousser, d'amener, de faire le travail à la place d'eux, mais nous ne sommes pas en mesure de décider. Nous sommes des avocats, nous sommes victimes, nous sommes partie civile. Ceux qui décident, ce sont les peuples, et ce sont ceux qui ont été mandatés pour les diriger ou qui les dirigent de fait. Bonjour maître, je suis Sayan Dekan, cadre à PASTEF France. Tout d'abord, je vous remercie pour toute cette compilation et toute cette consolidation de ces vidéos que vous avez montrées et qui sont preuve des atrocités que nous vivons au Sénégal. Maître, moi, la question qui me trotte tout le temps, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à porter ce combat auprès de Ousmane Sonko, parce que si on se rappelle bien, le début de ces combats-là portait sur le fait de pouvoir défendre le président Ousmane Sonko face à ces gens qui l'ont diabolisé. Mais je vois qu'il y a une continuité qui a été faite par rapport à ce combat que vous portez là. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette motivation-là pour porter ce combat auprès d'Ousmane Sonko et auprès du peuple sénégalais? Et l'autre chose que je voulais vous dire, maître, vous faites partie de l'espoir de tout un peuple. Le Sénégal en foi à vous. Le Sénégal a confiance en vous. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de vivre des nuits sombres. Et je pense que vous portez un combat de tout un peuple. Et nous avons espoir et foi en vous. Et espérons que tous les gens qui sont impliqués dans ces meurtres et dans ces atrocités-là seront punis. Merci. Nous avons été saisis par des victimes, des familles de victimes de meurtre, par des personnes qui ont été blessées, qui ont été torturées et qui ont probablement eu connaissance de mon existence à travers, en effet, la désignation que m'avait donnée Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire qu'il opposait au ministre du Tourisme. Vous vous souvenez, cette affaire a amené le régime sénégalais à m'expulser du territoire parce qu'ils considéraient que les propos que j'avais tenus sur M. Sall ne les convenaient pas, ne leur convenaient pas. Vous vous rappelez, j'avais dit que
Cette audience déterminerait le devenir politique de ce régime et sa nature ou non démocratique. Ce n'est pas des propos particulièrement offensants. Je pense que la suite a confirmé qu'on pouvait se poser cette question. Elle m'a valu une expulsion par des hommes en armes, et elle m'a valu la reconnaissance d'un certain nombre de citoyens sénégalais qui ont donc décidé de me saisir pour cette procédure. C'est en leur nom que l'on agit aujourd'hui, en ayant parfaitement conscience qu'une grande partie des victimes dont il est question aujourd'hui sont en effet les membres de l'opposition, et ont été ciblés parce qu'ils étaient membres de l'opposition, et sont victimes d'une répression qui est avant tout politique. Mais nous le faisons aussi pour celles qui ne le sont pas politisées, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes par ricochet, comme on dit, qui ont subi ces violences alors qu'elles n'avaient aucun rôle politique quelconque, mais aussi plus généralement pour la possibilité qui doit être offerte au peuple sénégalais de se déterminer lui-même. Ce que nous cherchons à éviter par tout moyen, c'est que la violence devienne un instrument du politique, que la violence permette, d'une façon ou d'une autre, de se perpétuer au pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Cette question des crimes contre l'humanité n'est pas une question qui est favorable à M. Sonko ou à un autre dirigeant politique. La seule conséquence de ces procédures, c'est une protection accrue du peuple sénégalais, y compris de personnes qui sont d'opinions différentes à celle du PASTEF et de M. Sonko. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement importante. Et c'est pour ça que, de façon générale, tout Sénégalais, y compris s'ils considèrent que M. Sall a été un président important, pour quelles que soient les raisons, devrait se préoccuper de ce que nous sommes en train de montrer. Devrait demander à ce qu'il y soit mis fin. Parce que sinon, le risque est qu'un jour, il y soit confronté. Parce que sinon, le risque est que demain, un dirigeant politique utilise à son tour de ces violences pour faire taire la nouvelle opposition dans laquelle ils seront peut-être intégrés. Et à mon sens, il ne s'agit pas du tout d'un combat politique, mais d'une façon de rendre aux Sénégalais une part de leur souveraineté, en leur offrant les instruments qui sont les nôtres, qui nous ont permis, à travers mon parcours, à travers les moyens qui nous ont été donnés, du fait de la vie que j'ai eue, leur rendre de façon traduite en droit international pénal des instruments qui leur permettent de mettre fin à l'impunité, s'ils le souhaitent, et selon les modalités qui seront les leurs. Nous n'allons pas prendre la place du peuple sénégalais ou d'une quelconque juridiction. Mais par contre, avec cet instrument, qui encore une fois, d'où l'importance de le rendre public, les Sénégalais auront la possibilité d'avoir une base qui leur permettra d'une part de démontrer la réalité des crimes en question, d'établir les responsabilités, les commissions de qui est responsable des crimes, et ça me permet de répondre aux militants panafricanistes qui m'avaient saisi, et de décider, à partir de là, de la suite à donner, souverainement. Nous leur offrons cet instrument, et nous leur laissons entre leurs mains, à eux maintenant, de jouer et de régler leur destin. Bonjour, j'avais une question à vous poser. Quelle est la part de subjectivité dans votre combat en fait? Parce que, vu l'engouement qui est derrière vous, Sénégal, n'avez-vous pas peur de se voir? Voilà, on a joué, je pense qu'on a on a joué notre rôle. On a essayé de le faire de façon sincère. On n'a pas de compte à régler qui que ce soit. Moi, je considère que le régime sénégalais m'a fait un honneur en m'expulsant. Il soulignait l'importance qui était la mienne. Et il m'en accordait peut-être même trop. Et peut-être qu'il regrette aujourd'hui cette erreur, de la même façon qu'il regrette probablement l'erreur l'ayant amené à radier M. Sonko il y a quelques années. Mais c'est le propre des régimes qui peu à peu prennent la route de l'autoritarisme, c'est de commettre ces erreurs et de faire naître par eux-mêmes les alternatives à leur pouvoir. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à cette affaire. Nous n'avons pas de récrimination particulière personnelle à leur adresser. Et nous avons essayé, en conséquence de quoi, de façon très froide, je pense que les membres de mon équipe pourront en témoigner, sans émotion particulière, de traiter les informations qu'on recevait, de les qualifier juridiquement, de s'assurer qu'en effet des crimes contre l'humanité avaient été bien commis, que le seuil de gravité avait été atteint, que
les intérêts de la justice commandaient, de la justice commandaient d'ouvrir une enquête, qu'il n'y avait pas de poursuite suffisamment sérieuse pour considérer qu'en effet il était temps de saisir la CPI. Et à partir de là, nous avons simplement restitué ce travail. Nous considérons que le politique est souvent fait de violence, que c'est quelque part une donnée universelle, que l'on n'arrivera pas à éteindre. Nous espérons simplement, à notre mesure, essayer d'éviter qu'elle se généralise trop rapidement et tenter d'ouvrir une fenêtre par laquelle une situation plus apaisée pourra se développer au Sénégal. Je pense que les chancelleries occidentales, qui se montrent d'une complaisance assez merveilleuse à l'égard de Macky Sall, devraient concevoir les risques qu'il y aurait à laisser ce pays s'effondrer sur lui-même. Eux qui sont si inquiets des questions migratoires, je leur pose la question suivante. Qu'en sera-t-il si un jour le Sénégal sombre dans la guerre civile du fait de l'usage systématique de violence par ce régime? Qu'en sera-t-il si un jour ce pays finit par se scinder et si, à la violence actuelle du régime, répliquait d'autres formes de violence? Qu'en sera-t-il si des pouvoirs frontaliers essayaient de profiter de cette situation pour tenter de se saisir d'une partie des nouvelles ressources découvertes par le Sénégal? Ce sont des questions très sérieuses et je les invite à sortir du court terme, qui consisterait à penser qu'il vaut mieux protéger et courir le régime actuel plutôt que d'essayer sincèrement de mettre fin à l'impunité, parce qu'on ne sait pas ce qui viendra derrière, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences, et en réfléchissant à moyen terme, à se rendre compte de ce que la normalisation et la naturalisation de la violence au sein d'un territoire qui jusqu'ici avait été particulièrement remarquablement stable comme le Sénégal pourrait impliquer comme conséquence sur l'ensemble de la sous-région et plus largement dans nos territoires. Bonjour maître, j'ai deux questions à vous poser. La première, quel est votre commentaire? Parce que d'après nos informations, les jeunes qui étaient dans la rue étaient recrutés par des responsables politiques. Quel est votre commentaire sur ces personnes qui ont recruté ces jeunes pour qu'ils descendent sur le terrain? Ma deuxième question, c'est de savoir votre commentaire sur le discours haineux et criminel des opposants comme Ousmane Sonko, Déthié Fall et autres personnes qui font la politique au Sénégal. C'est Mamadou Ndiaye, binationaux. Merci. Je vous invite à nous transmettre tout élément de preuve qui aurait trait à ces allégations, qui pour l'instant me semblent plutôt participer de la stratégie de offuscation des crimes contre l'humanité qui sont commis, et donc d'une certaine façon vous en rendre complice. Bonjour Maître Branco, je suis Maïmouna Bousso, membre de l'opposition sénégalaise, membre de Yewwi Askan Wi, allié de Ousmane Sonko, ici présente avec M. Cheikh Tidiane, qui est aussi membre de la conférence de leaders, et le président Boubacar Camara, qui est aussi membre de l'opposition sénégalaise, et l'honorable député Abbas Fall, ainsi que l'honorable député Ali Kébé. Je tiens à faire cette précision parce que nous sommes tous autant des présumées victimes prochaines de ce régime. Peut-être que c'est trop dire, mais nous risquons nos vies tous les jours parce que nous sommes des opposants politiques. Au Sénégal, maintenant, c'est devenu un délit. C'est devenu une menace d'être opposant du président Macky Sall. Nous sommes menacés, nous sommes persécutés. Les jeunes qui ont été tués, pour la plupart, certains nous les connaissons, c'est des jeunes qui n'avaient que des pierres à la main, au plus, et des lance-pierres, et rien d'autre. Nous avons même par moments été appelés à faire des tours dans la ville, donc nous aurions pu être sur ces images horribles que nous venons de voir. Ma question, au-delà des félicitations que nous vous faisons, que j'ai déjà entendues, ces félicitations, vous les méritez. Je sais que vous n'en avez pas besoin, parce que vous êtes militant des droits humains. Mais sachez que le seul fait de se dire qu'il y a de l'espoir, le seul fait de se dire qu'il n'y aura pas d'impunité, que quel que soit ce qui se passera, comme vous venez de le dire, tôt ou tard, des comptes seront rendus, ça donne du baume au cœur à cette jeunesse qui a envie de se battre.
Et ça nous fait dire que demain, si on était à la place de ces images, nous ne serons pas oubliés. Là, j'ai 2 questions pour vous. Est-il possible de déposer une plainte à l'avance? Je le dis parce que tôt ou tard, je considère qu'il y aura 2 choses. Soit vous serez obligé de nous défendre en tant que victime en prison ou en tant que victime au cimetière. Parce que le combat que nous avons décidé de faire, nous irons jusqu'au bout. Est-il possible de préparer des plaintes de tous les citoyens sénégalais qui auront décidé de combattre ce régime? Et je suis sûr que c'est des milliers, des millions de Sénégalais qui ont envie d'écrire leur nom pour ne pas attendre que les grands pays comme la France, les États-Unis, tous ces pays de droits humains, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-il possible de leur mettre devant leur responsabilité? Quel est le déclic? Ils attendent quoi? Ils attendent qu'il y ait 100 morts, 1000 morts, 2000 morts. Comme vous le dites, le président Macky Sall est sur le sol français. Est-il possible de demander à cette belle France qui envoie des correspondants au Sénégal pendant les élections présidentielles et autres, qui est un partenaire, est-il possible de demander à la France de faire son rôle, aux droits humains, de faire leur rôle avant que l'irréparable ne se commette? Parce qu'on parle de 3e candidature, si le président Macky Sall fonce, il y aura des morts. Alors, est-il possible qu'il y ait un mécanisme juridique pour prévoir, faire des plaintes à l'avance au lieu d'attendre que nos jeunes frères ou que nos enfants meurent pour qu'après nous puissions faire des procédures qui peuvent durer dans le temps? Merci. Ça me permet de revenir sur un élément que je n'ai pas détaillé, qui est le travail que l'on a fait sur la persécution non seulement des militants politiques, mais aussi des journalistes, des avocats, sur le terrain pour essayer d'empêcher qu'ils puissent protéger les personnes qui, du fait de leurs idées, s'engageaient et qui a amené à la mise sous mandat de dépôt d'individus ou à l'arrestation ponctuelle, y compris de grands organes de presse comme l'AFP internationaux, qui avaient été confrontés aux effets de bord naturels de toute utilisation de la violence politique. C'est-à-dire que je pense que le régime sénégalais, si vous demandiez à Macky Sall, n'avait évidemment pas l'intention de cibler l'AFP parce qu'ils savent les conséquences que ça aurait. Mais lorsque vous autorisez une forme de violence se déployer sur un territoire, ça finit par toucher, vous ne pouvez pas tout contrôler en fait. Et parfois il y a des débordements. Donc ça c'est les effets de bord, et après il y a des effets ciblés. Par exemple, en ce qui concerne le conseiller technique du ministre de l'Intérieur, son existence avait été révélée par un militant qui s'appelle Hannibal Jim, qui est un blogueur, et qui avait révélé l'existence et la présence d'un coopérant au sein d'un régime qui utilisait la violence à des fins politiques. Eh bien cet homme, par hasard ou non, est depuis le mois de février dernier sous mandat de dépôt. Il est détenu. Est-ce parce qu'il a exposé des faits qui ont été très rapidement nettoyés sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui montraient l'existence de ce conseiller technique numéro 6, M. Delebal? Est-ce que la France a une responsabilité, par exemple, dans ce sort-là? Ce sont des questions qui m'apparaissent très importantes de traiter, parce que on voit encore une fois une absence de distanciation complète de la France et en général des puissances étrangères à l'égard du régime actuel, malgré les violences qui sont connues. Et il y a quelque chose là qui, en effet, pose question, mais qui ne se réglera pas judiciairement parlant. Je pense qu'une partie de l'Afrique a pris le chemin de la souverainisation, une nouvelle phase de la décolonisation, et qu'en faisant cela, elle est en train de se doter, peuple après peuple, d'instruments qui lui permettront de se protéger des ingérences étrangères, de protéger son peuple, et d'agir par conséquent. Votre protection, il ne m'appartient pas de me dire laquelle sera la meilleure. Il ne m'appartient pas de dire quel chemin doit prendre tel ou tel individu sénégalais pour amener à ce changement et amener à la fin de l'impunité. Il m'appartient, moi, simplement, à partir des éléments que je reçois, de qualifier ou de disqualifier ceci, de le considérer comme constitutif ou non d'un crime, évidemment seulement déjà commis, parce que la politique pénale ne peut pas être prédictive, et à partir de là, essayer de faire des points d'étape qui, on espère, produiront des effets et empêcheront que d'autres violences se commettent à l'avenir, sans m'immiscer au-delà et sans peser sur, encore une fois, le destin souverain de cette population qui n'a pas besoin de moi, qui n'a pas besoin de quiconque d'autre que d'elle-même, mais qui, évidemment, dans un rapport de force comme celui qui est en place aujourd'hui, doit essayer de faire contrepoids aux influences étrangères qui cherchent par tout moyen à soutenir le régime actuel. C'est notre rôle de faire contrepoids, d'équilibrer la situation.
sans essayer de nous attribuer un rôle supplémentaire, toujours en suivant les instructions de nos clients, que ce soit dans cette affaire les victimes directes, que ce soit dans d'autres des personnes qui nous ont désignés, et en restant à notre place humblement, mais fermement aussi, par rapport aux actions que nous avons recensées et constatées. On va peut-être prendre 2 dernières questions, et si cela vous convient. Bonjour maître. C'est Kiama. C'est cher Arnaud Tidiane, comme Memouna, nous sommes venus de Dakar pour assister à cette conférence de presse. Je suis le secrétaire général du Parti de l'Unité du Rassemblement, membre de la coalition UAS-Canui. Au nom de la coalition UAS-Canui, nous vous disons merci et félicitations pour le travail que vous avez abattu. Et nous vous encourageons, d'autant plus que nous savons très bien la pression que vous subissez du fait du travail extrêmement important que vous abattez. Je ne vous ai pas entendu durant votre exposé faire référence à ce qui est en train de ce que subit actuellement le président Ousmane Sonko, la séquestration, le fait qu'il soit empêché de sortir de chez lui, qui effectivement au terme du statut de l'article 7 du statut de Rome est entré contre l'humanité. D'autant plus que la coalition UAS-Canui a demandé à tous les Sénégalais de se rendre le 25 pour lever ce blocus qui est illégal, qui n'est basé sur aucune instruction, sur aucune ordonnance. Au-delà de ne pas en avoir fait part dans votre exposé, que conseillez-vous aux forces de l'ordre qui aujourd'hui considèrent qu'ils exécutent simplement des décisions que leurs supérieurs leur demandent de faire? Lorsqu'un ordre est manifestement illégal, tout à fait. Il n'y a pas de possibilité de prendre prétexte de l'existence de cet ordre pour échapper à sa responsabilité. C'est pour ça que nous sommes allés très très bas dans la chaîne de responsabilité. Nous avons même des exécutants simples qui ne sont pas gradés au sein des forces de l'ordre, car nous considérons qu'ils sont, en tant qu'exécutants de ces ordres, des responsables de crimes contre l'humanité. Nous avons fait un message sur les personnes qui participaient à la détention arbitraire de M. Sonko aujourd'hui, aux forces de l'ordre qui sont impliquées. Nous avons indiqué qu'ils étaient en train de commettre un crime, avant tout en droit sénégalais, parce qu'il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui concernant l'arrestation de M. Sonko, parce qu'il n'y a aucun mandat de magistrat qui justifie la détention qu'il subit. Donc, avant même d'en arriver à une responsabilité pénale internationale, ils encourent déjà des peines qui vont jusqu'à, dans mon souvenir, 20 ans de travaux forcés selon le code pénal sénégalais. Ces individus, ils sont identifiés. Nous savons exactement qui aujourd'hui participe à cette détention arbitraire. Nous savons quelles sont les compagnies, les brigades. Nous savons quels sont les individus qui, normalement, sont à Thiès. Ceux qui viennent de Dakar, des Raies Rouges, nous les avons tous identifiés, la chaîne de commandement aussi. Et il leur appartient de prendre leurs responsabilités dans un cadre dont l'on comprend qu'il soit contraint, on comprend qu'il soit difficile, dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, de désobéir à des ordres. Mais nous leur avons rappelé, d'une part, que c'était leur obligation, que d'autre part, des actes comme celui qui consiste à gazer des avocats qui viennent voir leurs clients sont constitutifs de crimes, et enfin, qu'ils doivent, et je leur conseille de demander, d'une part, des ordres écrits sur ce qu'ils font, et d'autre part, mettre par écrit leur opposition à ces ordres. Et que des justifications consistant le fait qu'oralement ils se seraient opposés ne suffiront pas. Et ce que nous voyons, c'est que pour l'instant, ils sont un peu trop tranquilles. Et que donc, a priori, il n'y a même pas d'inquiétude particulière à ce stade encore quant au fait que ce qu'ils sont en train de commettre consiste en un des crimes quand même les plus importants dans un système de droit, qui consiste à, en dehors de tout cadre judiciaire, alors que vous êtes doté d'un mandat légal, utiliser vos attributs en tant que force de l'ordre pour commettre des illégalités et détourner vos instruments. Et ça, c'est quelque chose qui devrait particulièrement préoccuper les Sénégalais, parce que lorsque vous avez des forces de l'ordre qui ne respectent pas l'ordre qui est adopté par les représentants du peuple, donc par la souveraineté nationale, la loi, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter sur son destin personnel. Encore une fois, quelle que soit votre destination politique et vos idées politiques, il y a là, à mon sens, un problème fondamental. Donc évidemment, la situation de M. Sonko participe pleinement à ce que nous dénonçons pour une raison très simple, le ciblage politique d'une grande partie de ces violences, dont il est une victime, dont ces cadres dirigeants de son parti sont victimes,
Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun acte de leur part justifiant l'usage de la violence, justifiant la répression dont ils sont objets, est inacceptable et évidemment constitutif de la situation actuelle. Bonjour, Ibrahim Ndiaye. Et elle est, ne serait-ce que parce que justement, en fait, elle signe le fait que ces violences sont commises à des fins politiques. Et c'est là où, c'est-à-dire qu'on est sur un usage de la violence qui n'est pas débridé ou qui n'est pas le fait d'un manque de formation des forces de l'ordre ou qui n'est pas fait du fait d'un... Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est dirigée politiquement. Et donc il faut bien distinguer notre opinion politique, notre appréciation ou non du programme politique d'Ousmane Sonko, de la coalition, de qui que ce soit, et le fait que pour le combattre, pour l'empêcher d'être entendu et reconnu par des suffrages, qu'il gagne ou qu'il perde, il y a un usage de violence qui constitue, en fait, le crime contre l'humanité. Parce que l'attaque contre une population civile, générale ou systématique, en l'occurrence c'est les deux, elle repose sur le fait que cette population civile soit ciblée, et l'un des critères de ciblage peut être l'opinion politique. En fait, et donc le fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un facteur aggravant, c'est un facteur constitutif du crime contre l'humanité, le fait que ce soit justement un groupement politique identifié qui soit au premier titre ciblé. Encore plus quand c'est un groupement politique qui, contrairement à ce qui est affirmé, a priori en tout cas jusqu'ici, n'ordonne pas de violence et depuis des années au contraire les subit sans avoir provoqué en retour. Parce que je pense que c'est un argument peut-être plus spéculatif mais qui est important. Après ces années d'existence, si la coalition, si M. Sonko avait souhaité obtenir des armements, opérer une déstabilisation réelle et profonde du pays, s'allier avec la Russie, la Chine, on ne sait quelle autre puissance pour faire rentrer des moyens de provoquer une subversion au sein de ce territoire, il l'aurait fait. On est sur une situation, c'est là où c'est l'avantage de cette situation, où la durée nous permet d'établir, de clarifier. Vous voyez, quand en mars 2021, M. Diom parlait de forces occultes, pourquoi pas? Le ministre de l'Intérieur d'un pays souverain vous dit il y a des personnes infiltrées qui commettent des violences, etc. Le doute pouvait exister et on attendait que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, qui suivent, grâce aux forces d'enquête, des magistrats, etc., des éléments tangibles permettent de démontrer ces propos. Et à partir de là, de dire, bah oui, peut-être qu'en effet, ça vient d'une politique, etc. La réalité, c'est que depuis mars 2021 et les allégations qui ont été entendues tout à l'heure, il n'y a aucune preuve qui a été apportée de celle-ci. Je ne vous demande pas d'apporter 700 preuves comme on l'a fait, et plus de 4500 qui sont plus des éléments, des indices, etc. Mais au moins essayer d'établir quelque chose. Et quand ça a été établi, tentativement, lors de cette conférence de presse d'Ibrahim Diop il y a quelques semaines, on s'est rendu compte que les éléments qui étaient présentés par le gouvernement correspondaient en fait non pas à des manifestants infiltrés, non pas à des Guinéens, parce que ça aussi, la xénophobie qui consiste à expulser 90 ressortissants guinéens parce qu'il est facile de les expulser pour essayer de leur attribuer la responsabilité de la situation, alors que, contrairement à ce qui a été affirmé, ils ne sont évidemment en rien responsables, ils n'étaient pas présents lors des manifestations, et qu'en réalité, les personnes que l'on montre sont des collaborateurs réguliers des forces de police et que l'on retrouve ensuite des dizaines de vidéos où on les voit récupérer des armes de la main des policiers directement, rentrer dans des pick-up de police et agir de concert avec eux, et que donc l'infiltré supposé était en effet un infiltré, mais un nervi du gouvernement, eh bien on se rend compte que ces campagnes de propagande et de désinformation ne tiennent pas. Et nous, ce que l'on a essayé absolument d'éviter, ce que je pense on a réussi à éviter, c'est de rentrer dans ces jeux-là. C'est-à-dire qu'en ayant une rigueur absolue sur la sélection des éléments, en s'assurant qu'ils soient vérifiés une fois, deux fois, trois fois, s'assurer vraiment qu'ils se soient incontestables et que justement, on puisse revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, sur les affirmations que l'on a faites, et à l'exact opposé des affirmations de M. Diom, se rendre compte que nous étions des hommes intègres, pour reprendre la terminologie utilisée par une grande figure politique du continent, et que les propos que nous avions tenus étaient non seulement véridiques, mais vérifiés dès le moment où ils ont été tenus, et que nous n'avons pas porté des accusations en l'air ou gratuitement. Bonjour, donc Ibrahim Ndiaye, IK News. Je vais rejoindre Mme Bousso par rapport aux inquiétudes qu'elle a pour le 3e mandat, le forcing. Et pour cela, permettez-moi de faire un parallélisme. Pour moi, le président Macky Sall, c'est comme un automobiliste qui est conscient du danger de l'alcool et qui prend un véhicule et qui fait des dégâts considérables sur les humains. Il a lui-même, dans des vidéos que tout le monde peut retrouver, dire que le 3e mandat est un danger, ça amène des tensions, beaucoup de personnes y perdent leur vie. Donc là, il lance le Sénégal dans cette route. Est-ce que demain, les conséquences, pour moi, il y aura des conséquences humaines, des pertes humaines sur ce 3e mandat?
est-ce que cela va, le fait qu'il est conscient lui-même de se lancer sur cette voie, si demain personne ne le souhaite, il y a des pertes humaines, est-ce que cela, pour vous, il y aura en tout cas du point de vue de la justice une considération différente, en tout cas une considération qui peut appuyer l'acte que vous menez là déjà à la CPI? Bien sûr, ce sera un facteur aggravant. Une fois que sont qualifiés les actes que vous commettez, une fois que sont établies les responsabilités, si la commission continue et s'aggrave de la même façon qu'il est déterminant pour cette démarche, et nous n'aurions pas pu la mener si les violences avaient commencé seulement, entre guillemets, en mars 2023. L'existence des épisodes précédents, de mars 2021, a permis de démontrer non seulement la conscience, mais l'absence de nature incidente de ces violences en mars 2021, et au contraire, l'usage déterminé et réfléchi de cette violence à des fins politiques. La cohérence des pratiques, c'est un élément très important dans la caractérisation d'un crime contre l'humanité. La répétition. La répétition est l'utilisation d'un schéma. Un schéma qui reproduit les mêmes dispositions de violence. Et on a vu les mêmes actes ou des actes très similaires se reproduire entre mars 2021 et aujourd'hui. Et c'est cela qui nous permet de fonder aujourd'hui, au-delà de la gravité des crimes en eux-mêmes, cette plainte et cette procédure pour crime contre l'humanité. S'il n'y avait eu qu'un épisode, cela aurait été compliqué. Cela aurait suffi à ouvrir un examen préliminaire, mais il aurait été compliqué d'aller au-delà et d'établir justement cet usage-là. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments sur une durée suffisamment longue pour pouvoir en confiance saisir ces institutions. Je voulais vous remercier de votre présence, m'excuser de devoir abréger cet échange et vous dire que nous resterons évidemment à disposition dans les jours qui viennent pour réagir en cas de questions ou d'événements supplémentaires. Et vous souhaitez bon courage à tous. Merci. Oui, ça va. Tout l'argent que